Bonjour à toutes et à tous. Alors désolée, on a un tout petit peu de retard, mais on va pouvoir démarrer. Écoutez, bienvenue à Indigo Pulse. Pour tous ceux qui n'étaient pas là ce midi, on est sur une série de webinaires qui va vraiment vous aider à vous projeter en carrière RSE. On a commencé tout à l'heure avec une table ronde. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'école Indigo. On fait partie du campus Maria Schools, qui est un campus de formation professionnelle qui est inspiré de la pédagogie Montessori, qui va être très axée sur la pratique. On est une école de la RSE. On a actuellement 2 programmes qui sont certifiants. Un programme pour... Ah, il n'y a pas de son. Est-ce qu'on m'entend? Ou c'est un problème que du côté d'Anita? Oui? Ok, d'accord, ça marche. Merci pour vos réponses. Donc, je disais qu'on a 2 programmes de formation, un qui permet de devenir responsable ou consultant RSE et un qui est plutôt axé sur la compréhension et la préparation d'audits sur la CSRD. Nous, la reconversion, ça nous connaît pas mal puisque plus de 90% de nos alumni sont passés par une transition professionnelle. Et en fait, ça nous tenait vraiment à cœur de proposer un gros temps fort de projection de carrière pour découvrir des réalités métiers, donner un maximum de conseils et découvrir aussi différents parcours parce qu'on pense vraiment que chacun peut trouver sa place. Et notre intervenante du jour, c'est Caroline qui est consultante RSE chez l'agence Déclic. Elle va vous partager voilà, son métier, son quotidien, ses enjeux. Avant de la laisser démarrer, je tenais juste à vous dire qu'on va prendre toutes les questions qui sont posées dans le chat à la fin de l'intervention de Caroline. Et écoute, Caroline, je te laisse la main. Super. Merci beaucoup Sephora. Bonjour à tous et à toutes. Donc en effet, je vais essayer de vous faire plonger dans mon quotidien en tant que consultante à l'agence Déclic, consultante en stratégie RSE, CSRD et pas mal d'autres thématiques que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Donc je serai ravie d'avoir vos questions après, de pouvoir y répondre. Donc pour commencer, hop, est-ce que vous voyez tous bien mes slides déjà? Est-ce que ça fonctionne bien, Sephora? Ouais, pour être sûr que tout va bien. Donc pour commencer, moi j'appelle Caroline Dusselier, histoire de, regarder un petit peu en arrière ce qui m'a amenée à faire ce métier aujourd'hui et puis du coup, depuis combien de temps je l'exerce. Moi, j'ai fait des études de commerce, donc un master en management avec une spécialité en marketing et développement durable à l'EM Lyon Business School. Et puis ensuite, j'ai travaillé 1 an chez Danone en tant que consultante interne en marketing et développement durable, donc très liée aux études que j'avais faites dans ce grand groupe que vous connaissez, très probablement, au sein du siège monde, donc à conseiller en fait les équipes de marketing à savoir, à apprendre à mettre en valeur, l'ensemble des éléments qu'on peut trouver en interne qui concernent l'environnement, le social et cetera et pouvoir en faire un message qui soit, communicable, digeste par rapport au consommateur final. Donc voilà, c'est réussir à valoriser ce que Danone fait en matière de développement durable et pouvoir en faire un message de communication, de vente et puis aussi un message de sensibilisation auprès du consommateur final. Et puis ensuite, après cette année-là, c'est posé la question de savoir si je voulais rester au sein du groupe, peut-être aussi auprès d'une antenne plus locale qu'au siège monde. Et en fait, pour moi, Danone, c'était vraiment... alors, l'impact est majeur. Quand Danone bouge, les acteurs de l'écosystème bougent également, ça fait bouger les concurrents, etc. Mais mon impact à moi au quotidien était très éloigné vraiment du terrain. Si bien qu'on peut passer 3-4 mois sur un projet qui finalement a aucun impact opérationnel in fine. Et quand au quotidien dans son travail, on cherche à avoir de l'impact, c'est assez démoralisant. Donc, j'ai pas souhaité continuer chez Danone et j'ai cherché à me tourner vers un métier qui me permette de me rapprocher du terrain et de l'impact concret de mes actions et de mon travail au quotidien. Et donc, je me suis tournée vers des métiers du conseil auprès de l'agence Déclic, qui est donc un cabinet, hop, je vais vous présenter la slide suivante, un cabinet de conseil en stratégie RSE, comme je disais tout à l'heure, qui est présent sur l'ensemble du territoire. On est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui sur 4 agences différentes. Donc, on a le siège historique qui est à Rennes. Donc, on a un cabinet breton et qui opère majoritairement sur les territoires de l'Est, historiquement, qui a ouvert une antenne nantaise il y a 4-5 ans, je crois, une antenne parisienne que j'ai rejoint il y a 3 ans, et puis une antenne lyonnaise il y a un peu moins longtemps, il y a 1 an et demi maintenant, avec 4 collaborateurs aujourd'hui. Donc voilà, au total, on est 30. À l'agence de Paris où moi je suis, on est 6.
consultants avec des casquettes aussi un petit peu différentes et ça fait donc 10 ans qu'on existe à l'agence Déclic. Donc quand j'ai des casquettes un petit peu différentes, c'est qu'en fait, à l'agence Déclic, on est à la fois généraliste des métiers de la RSE, donc on accompagne nos clients qui sont du public, du privé, de l'associatif, sur l'implémentation, la définition, la co-construction et puis après le déploiement de stratégies responsables, donc sur les volets ESG, environnement social et gouvernance, donc vraiment mettre en place des stratégies de développement durable, mais on peut aussi aller aider au-delà nos clients à déployer concrètement leur plan d'action RSE et donc avoir besoin d'expertise complémentaires comme celle d'une politique d'achat responsable. Donc on a des experts achats responsables qui peuvent permettre d'activer ce gros levier des achats et d'avoir des critères responsables, sociaux et environnementaux pour pouvoir permettre à nos clients de diminuer leur impact négatif, maximiser leur impact positif là-dessus. On a aussi des experts en bilan carbone qui peuvent donc permettre de réduire l'impact négatif des entreprises sur le volet carbone et de mettre en place des stratégies de réduction. Et puis, on a aussi une casquette, enfin, diversité et inclusion. Donc, plutôt sur le volet social, de permettre à nos clients de mettre en place des politiques adaptées pour favoriser la diversité et l'inclusion de différents profils dans leurs entreprises. Donc voilà nos différentes casquettes. Je le disais, on accompagne autant du privé que du public et de l'associatif. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à l'agence Déclic, c'est de pouvoir être présent auprès de l'ensemble des acteurs économiques du territoire, pas seulement le privé, mais aussi les collectivités, aussi les plus petites associations par exemple, et d'accompagner des entreprises de taille très très différentes, très variées, de la toute petite entreprise. Donc, j'ai déjà accompagné plusieurs startups, par exemple, même des incubateurs. On travaille avec des incubateurs pour mettre en place des stratégies RSE responsables dès le démarrage, dès la phase d'idéation de l'entreprise, voire des PME, des ETI, et puis de plus en plus habituellement, on accompagne des grands groupes, notamment avec l'arrivée de la CSRD, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc qui est cette norme de reporting extra-financier qui touche les entreprises de plus de 250 salariés à l'échelle européenne. Donc de plus en plus, ces grands groupes-là ont ce besoin d'accompagnement pour rédiger, structurer leur rapport de durabilité au format attendu par la CSRD. Donc voilà, généraliste et tout type de structure. Et puis enfin, quelques mots sur la structure pour laquelle je travaille. On est communauté, enfin, on fait partie de la communauté des entreprises à mission. Donc, on est le premier cabinet de conseil à être devenu société à mission en 2020. Nous, le statut date de 2019. On est Calliope, donc on donne des formations. On est certes habilité à donner de la formation, donc je suis formatrice aussi au quotidien, et puis certifiée Bicorp, qui est un des référentiels les plus exigeants en matière de RSE, aux côtés de Lucie 26000, engagé RSE 26000, de l'AFNOR, etc. Donc on aime bien tester dans notre structure qui est encore à taille humaine pas mal de pratiques, d'attendus RSE pour lesquels on accompagne aussi nos clients. J'enchaîne maintenant avec quelque chose de plus pratico-pratique. À quoi ressemblent mes missions, typiquement? Donc, je vous ai mis un extrait de quelques logos d'entreprises que vous connaissez peut-être, que j'ai pu accompagner ces 3 dernières années au sein de l'agence Déclic, tant en matière de conseil que de formation. Donc, ça dépend des moments, mais souvent, bien souvent, j'ai 50% de mon temps qui est sur du conseil, 50% qui est sur de la formation. Donc conseil, on est vraiment sur un accompagnement de plusieurs mois, souvent de 4 à 6 mois, voire plus, pour faire cet état de cette première phase de diagnostic. Que fait l'entreprise de bien en matière de RSE? Quelles sont les pistes d'amélioration potentielles? Puis ensuite, comment on priorise toutes ces pistes d'amélioration pour éviter que l'entreprise fasse un plan d'action qui soit tout beau sur plein de sujets différents, mais qui n'arrive pas à allouer ses ressources financières, humaines, etc., à un nombre fini d'enjeux. Donc, comment on priorise tout ça? Et puis, comment on décline ces enjeux prioritaires en action opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment le conseil, puis le déploiement dont je parlais tout à l'heure. La formation, on est plus sur des missions plus courtes de conception de la formation adaptée aux besoins du client. Et puis le déploiement de la formation, donc c'est un peu plus en one shot, je dirais. Et on fait autant de l'inter-entreprise que de l'intra-entreprise. Dans les types d'accompagnement qu'on peut avoir aussi, donc stratégie responsable, on a aussi des accompagnements un peu plus précis sur le fait de devenir société à mission, par exemple. Donc, pour devenir société à mission, il faut se doter d'une raison d'être.
Donc, comment on construit en collectif, quelle méthode on utilise pour définir sa raison d'être et que ce soit pas seulement une baseline de communication, une belle phrase marketing, mais que c'est pas vraiment d'incarnation dans la société. Donc, on aide à construire la raison d'être, on aide à décliner en objectifs, etc., etc. On conseille pour le dépôt des statuts. Voilà. On intervient vraiment à ces différentes étapes-là. Pareil pour la labellisation. Si l'entreprise nous contacte et veut devenir Bicorp ou Lucie 26000, eh ben, on va l'aider à construire sa stratégie RSE au regard des attendus du label en question. Voilà. Et puis plus largement et de plus en plus, on accompagne des entreprises qui souhaitent constituer, définir, structurer leur projet d'entreprise, donc vraiment leur projet stratégique, sans parler de stratégie responsable. Là, j'accompagne une association dans le logement social qui souhaite questionner son modèle d'affaires et puis son projet stratégique d'ici 2028 et qui souhaite teinter ce projet stratégique-là de RSE, de responsabilité sociétale. Et donc, nous, on a vraiment aussi cette capacité à construire un projet stratégique et à faire en sorte que ce projet-là, il prenne en compte année après année des dimensions sociales et environnementales. Voilà. Et donc, si on regarde un petit peu plus les clients que j'ai pu accompagner, c'est pas exhaustif, mais ça vous montre la diversité des secteurs notamment accompagnés. Il y a du logement social, il y a de la construction, du BTP, il y a de la banque, il y a du retail, il y a du conseil, il y a des services, il y a l'organisme de formation Opcommerce, Monsieur Moustache dans la distribution et le textile, Groupe Le Gret dans l'agroalimentaire, Edgar Suite dans le tourisme par exemple, GTI dans l'énergie. Voilà, donc différents secteurs d'activité. Je voulais zoomer avec vous sur 2 clients en particulier qui vont pouvoir illustrer la diversité des missions et des secteurs qu'on accompagne. HBS, donc c'est Host Broadcast Services, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, parce que c'est un peu un acteur de l'ombre aussi, mais dans l'audiovisuel. C'est en fait le détenteur de droits de la Coupe du Monde, par exemple, de la FIFA, du World Rugby, de Roland-Garros. En fait, ils détiennent les droits de diffusion et puis les revendent ensuite à différentes chaînes de télévision locales. Donc, on est dans l'audiovisuel, une entreprise qui est présente sur l'ensemble du globe. Donc, on est sur une mission en français et en anglais. Les livrables sont en anglais, certains ateliers de travail sont en anglais. Voilà, nos interlocuteurs sont parfois anglais, mais parfois aussi français. Et donc là, on est vraiment dans une mission, à part la spécificité de la langue utilisée, qui est assez classique de la RSE, donc une phase de sensibilisation et de diagnostic, de composition d'un groupe projet RSE aussi en interne de l'entreprise. Et puis, on avance avec eux étape par étape pour valider le diagnostic initial de l'entreprise, pouvoir ensuite prioriser leurs enjeux les plus importants. Donc, on a une trentaine d'enjeux RSE au démarrage, comme 30 cartes, et puis on va devoir en sélectionner 10 parmi ces 30-là, sur lesquelles on va travailler en priorité le plan d'action pour allouer ces ressources au bon endroit. Donc, on fait ça avec le groupe projet, puis on décline atelier plan d'action, on décline en objectifs et en action opérationnelle, on valide, et puis on déploie. Donc là, on est dans la phase de déploiement avec HBS, où finalement, ce groupe projet RSE, nous, on co-anime la réunion mensuelle qui a lieu à leur côté pour pouvoir s'assurer que chacun des chantiers opérationnels listés dans le plan d'action voit le jour, est mené avec des indicateurs précis, suivis, etc., etc. Donc, on bat la mesure un petit peu, on les aide à donner le rythme en démarrage du déploiement, parce que bien souvent, on livre un plan d'action et puis après, c'est pas si évident de réussir à suivre ce projet-là et à faire en sorte que les actions soient vraiment mises en place opérationnellement parlant. Donc voilà, HBS, on en est là. Finalement, ça fait déjà 1 an et demi qu'on les accompagne. Et puis les Aero-Even, deuxième mission que je trouvais intéressante à vous partager, c'est dans l'associatif. C'est un réseau de 22 associations en France qui travaillent pour l'éducation populaire. Donc qui forment par exemple des éducateurs au BAFA, qui permettent d'envoyer des enfants de zones prioritaires en vacances, qui aident à la structuration de classes de découverte avec l'enseignement national. C'est un relais aussi de l'éducation nationale, qui forme des éco-délégués dans les établissements scolaires, etc., etc. Donc activités totalement différentes. Et là, on est intervenu sur un format un petit peu différent. On a animé 3 séminaires dans l'année auprès des dirigeants et des présidents de chacune de ces 22 associations, dans un premier temps, et puis un séminaire auprès des salariés de ces différentes associations, pour réussir à construire avec eux, dans un temps de séminaire, donc un temps assez restreint, leur stratégie responsable, définir une raison d'être commune au mouvement des 22 associations, donc qui puissent fédérer aussi le mouvement autour de valeurs communes et d'une phrase clé commune,
Donc voilà, et donc au bout de ces 3 séminaires qui se sont étalés sur, à peu près, 6 mois, 1 an, un peu plus, 10 mois, et bah, la structure, le mouvement de Zaro Even, a cette raison d'être et a, par association, une déclinaison du plan d'action, RSE. Et puis après, typiquement, exemple assez intéressant, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui cafouillait dans cette démarche-là pour qu'elle soit vraiment mise en place opérationnellement. C'était le fait que la gouvernance de ce réseau-là, qui prend les décisions, quand, comment interagissent salariés et présidents d'associations, etc., les membres du bureau, les bénévoles, tout ça, c'était pas très clair. Et donc, on a fait un séminaire de travail spécifiquement sur les enjeux de gouvernance, qui est une des thématiques, une des branches de la RSE. Donc, on fait aussi pas mal de sur-mesure. On s'adapte au client, à sa manière d'avancer, aux différentes personnalités en entreprise. Donc voilà, on crée aussi vraiment du sur-mesure. C'est propre à l'agence Déclic, mais de manière générale, être consultant en RSE, c'est vraiment écouter les besoins de son client et savoir proposer un accompagnement qui soit adapté à la structure. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique en RSE. Tout le monde fait de la RSE sans le savoir, ça c'est ce qu'on voit, mais à l'inverse, il n'y a pas une recette miracle. Il faut vraiment essayer d'infuser la culture RSE au sein de la culture existante de la structure. Voilà pour quelques exemples de missions. Je voulais vous partager également une semaine type. Alors, c'est des GIFs, donc ils sont censés s'animer, mais là, comme c'est un format plutôt PDF, vous ne les voyez pas bouger, a priori, les images. Mais donc, je vous ai partagé sous format GIF un peu à quoi pouvait ressembler ma semaine. Alors, comme ça vous évoque peut-être pas grand-chose. Mais ce qu'il y a derrière ces images-là, la première image, c'est une femme donc, qui donne une formation, en tout cas qui s'adresse à un public. En tout cas, notre manière à l'agence Déclic d'exercer ce métier-là, on est beaucoup au contact des clients, beaucoup en phase de sensibilisation, de formation, d'animation et de facilitation d'ateliers auprès des clients. Et donc ça, c'est vraiment pas mal de temps de déplacement et de prise de parole en public pour pouvoir animer, embarquer, etc., sensibiliser sur les fondements de la RSE. Pourquoi on y va, à quoi ça sert la RSE, et Dieu sait que la RSE souffre parfois de pas mal de préjugés. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est pas un peu fourre-tout? Est-ce que c'est pas un énième mot, un énième concept? Est-ce que c'est pas trop contraignant? Est-ce que ça va pas à l'encontre de la performance économique de ma structure, etc., etc. Donc, c'est vraiment les phases où on lève le voile sur tout ce qu'il y a derrière la RSE. On montre qu'on ne réinvente pas l'eau chaude avec la RSE, mais ça met juste un cadre, une méthode pour permettre de traiter un certain nombre d'enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance dans une structure. Donc voilà, en tout cas, un temps de prise de parole en public et vraiment un côté très relationnel et de réussir à embarquer. Juste en dessous, il y a une petite image d'une dame qui tape sur son clavier de manière un peu effrénée. En tout cas, en tant que consultante RSE, c'est sûr qu'une majeure partie de mon temps est aussi devant mon ordinateur. Donc, il y a une partie assez sédentaire quand même du métier où on produit des slides. C'est un peu moins glamour. Mais c'est le cas, il y a une grosse partie de production. Alors après, ça dépend comment on organise ces équipes projets, entre les consultants plus juniors, les consultants un peu plus seniors, etc. Mais voilà, il y a cette grosse partie de production de livrables et puis aussi de veille, de gestion de projet par interposé, donc messagerie, outils de collaboration en interne, etc., etc. Dont une partie en télétravail aussi. L'image du monsieur qui a la tête par le train, c'est que ça va un petit peu avec l'image numéro 1. C'est un métier où on est pas mal en déplacement. À nouveau, ça dépend de sa position entre guillemets hiérarchique, même si chez Déclic, c'est assez horizontal, mais en fonction de son niveau de responsabilité, il y a quand même plus ou moins de déplacements. Voilà, moi je suis pas mal dans les trains aussi, mais c'est quelque chose qui me convient bien de mon métier parce que je bouge beaucoup, j'en profite pour découvrir des endroits. Ça me donne aussi une certaine autonomie dans ma manière de m'organiser dans mes journées, donc ça j'aime bien. En dessous, le travail en équipe, que ce soit en interne comme en externe. Finalement, le consultant, il doit bien s'organiser avec ses collègues de son équipe pour pouvoir être efficient, pas passer trop de temps par rapport au temps qui a été vendu à produire ses missions. Il doit aussi aller chercher auprès des autres équipes de l'agence de la connaissance pour faire monter, améliorer les méthodologies que propose l'agence au fur et à mesure, etc. Donc, une bonne communication, malgré le fait qu'on ait des antennes qui ne soient pas toutes géographiquement au même endroit. Et puis, une bonne collaboration et esprit d'équipe avec le client pour à nouveau adapter vraiment l'accompagnement à son rythme, à sa manière de s'approprier les enjeux et d'avancer, et que ce soit quelque chose qui soit vraiment pilotable à la fin qu'on lui livre et pas une recette toute faite et un peu hors sol.
Et puis enfin, le dernier petit personnage, Climate Action Now. Là, c'était plutôt pour montrer l'impact en fait de ces métiers-là aussi. Une semaine type, c'est aussi une semaine où à la fin on se dit, en fait, j'ai fait changer les choses. Alors, à nouveau, c'est pas une baguette magique, donc on ne change pas le monde en une semaine, mais il y a plein de petits progrès et de petites choses qu'on fait bouger en entreprise qui permettent aussi de se rappeler pourquoi on fait ce métier-là. Là, c'est plutôt une image sur le côté environnement, mais ce que j'aime bien avec la RSE, c'est que on ne traite pas juste des aspects environnementaux, des limites planétaires, mais on essaye de juxtaposer ça à une société qui soit aussi humainement sympathique, agréable, etc. en entreprise. Donc, on œuvre aussi pour ça et on voit les bénéfices de nos accompagnements aussi sur le volet social, conditions de travail, diversité, inclusion, formation, etc., etc. Dialogue social. Voilà. Donc, ma semaine, c'est un peu tout ça. Il n'y a jamais de semaine type, en fait. Il n'y a jamais de routine. Ça change. Le lundi, c'est souvent les journées d'équipe, mais après, les autres jours, c'est chez le client, la demi-journée, au bureau, en télétravail, etc., etc. Les compétences à mobiliser. Alors, je vous en ai mis 4, mais c'est 4 grandes compétences. J'ai mis pas mal de choses dans la première, d'ailleurs. Gestion de projet, parce qu'avant tout, être consultant, c'est surtout ça. D'ailleurs, quand moi, je suis arrivée à ce poste au sein de l'agence Déclic il y a 3 ans, j'avais mon expérience chez Danone, mais qui était une autre façon de faire de la RSE. D'ailleurs, chez Danone, on parlait vraiment de développement durable et pas spécialement de RSE. Et du coup, on m'avait dit, la personne qui était avant toi chez Déclic, elle était très formée en RSE, mais pas du tout en gestion de projet. Et en fait, c'est un peu ça qui a pêché. C'était pas trop son truc, la gestion de projet. Et donc, ils ont fait le pari en me recrutant moi, que j'ai pas encore des compétences très développées, très poussées en RSE, mais par contre, une formation en management et en gestion de projet, parce qu'au final, c'est vraiment ça, c'est pouvoir jongler entre différentes missions, différents clients, différents timings, différentes finalités, différents objectifs, etc. Et de réussir à tenir les temps pour assurer la pérennité du modèle économique de l'agence, mais en tout cas, à titre micro, un peu plus la pérennité de chacune des missions et la productivité sur chacune de ces missions. Puis plus on monte, pouvoir gérer une équipe, également pouvoir leur donner les bonnes consignes, les bons comptes rendus, les bons objectifs et suivre tout ça. Donc voilà, faire un cadrage et puis le suivre dans le temps pour assurer le bon déroulé du projet. Le relationnel et l'écoute, je l'ai mis en 2 parce que pour moi, mais c'est aussi ça correspond à ma sensibilité, mais c'est quelque chose que j'aime bien dans mon métier. C'est vraiment ce côté, on construit avec les autres, on a une approche très participative, très collective. C'est vraiment de la conduite du changement et c'est bien d'avoir de belles méthodes et de la motivation, mais si on n'arrive pas à écouter vraiment le besoin du client dès le démarrage, d'ailleurs pour cadrer une mission bien, mais même de réussir à s'adapter tout au long de la mission, ça va potentiellement droit dans le mur. Donc voilà, avoir un bon relationnel, en tout cas apprécier, entretenir ce relationnel-là pour rester tout le temps dans les rails. Analyse et synthèse, surtout sur le volet production. Une fois qu'on est en atelier, on ramène la matière à la maison et puis il s'agit de se dire ok, bon, très bien, ils font déjà ça, ils font pas ça. Comment on rend le message intelligible pour pouvoir construire là-dessus, avancer, quelle synthèse on leur livre et quel œil extérieur on leur livre aussi, parce que c'est la valeur ajoutée du consultant, c'est d'apporter un point de vue extérieur, expert, qui puisse leur permettre de faire avancer les choses différemment de s'ils avaient internalisé cette démarche-là. Et puis la technique, là, ça dépend un petit peu de la spécialisation qu'on souhaite avoir. Moi, je suis plutôt une consultante généraliste. Comme je disais tout à l'heure, chez Déclic, il y a des chefs de projet, il y a des consultants sur le carbone, il y a des consultants sur les achats responsables, il y a des consultants sur la diversité et l'inclusion. Et donc là, ça va mobiliser d'autres outils, d'autres compétences, sur un esprit un peu plus analytique, un peu plus mathématique, le bilan carbone, savoir faire les bilans carbone, etc. La collecte de données, l'analyse. Ça peut être, on peut se retrouver satisfait aussi là-dedans. Et donc, toutes les compétences, finalement, je trouve, en tout cas, peu importe si vous êtes dans des situations, par exemple, de reconversion, toutes les compétences sont bonnes à prendre dans les métiers de la RSE, parce que pour avoir de l'impact, ça peut toucher plein de choses. La RSE est très transverse en entreprise, donc je trouve que toutes les compétences sont riches à avoir dans un cabinet comme celui-ci ou à mobiliser en interne. Et d'ailleurs, nous, en termes de profil recruté à l'agence Déclic, c'est très varié. On est 4 à avoir fait une école de commerce, mais il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui sont vraiment en reconversion. Un de mes collègues vient du digital, puis a fait un CAP fleuriste et puis est arrivé ici. Enfin, voilà, il y a des profils très, très variés et je trouve que c'est très riche pour pouvoir accompagner au mieux nos clients.
Et puis pour finir, quelques petites questions que je lance comme ça et vous peut-être saisirez, ces perches aussi. Mais est-ce que consultant RSE, c'est fait pour moi ou consultante RSE, c'est pour moi? Si c'est une des questions que vous vous posez, à ce stade et en assistant à ce webinaire. J'ai posé quelques points. Les questions à se poser, c'est est-ce que, enfin, je veux avoir de l'impact. Si vous voulez avoir de l'impact, je trouve que c'est un bon métier. Alors, il n'y a pas que celui-là, évidemment, mais je trouve vraiment qu'on sent qu'on sert à quelque chose. Alors, c'est difficile toujours de mesurer l'impact macro, de savoir à quel point ça fait rapidement bouger les choses, mais en tout cas, on le voit au jour le jour, on fait avancer les entreprises. Donc ça, c'est hyper important. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'aime quand ça bouge, au propre et au figuré. Donc, bah voilà, en effet, je prends pas mal le train, il n'y a pas de routine, donc ça bouge pas mal. Et puis, propre et figuré. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment un métier du relationnel, comme je le disais. Je suis curieux au sujet de sujets transverses et d'enjeux multisectoriels. Moi, je trouve que le métier de consultant, s'il y a une chose qu'il apporte vraiment, en tout cas en titre de montée en compétences, c'est le fait d'aller toucher à tout, en fait. En tout cas, dans un cabinet comme le nôtre où on est généraliste, vraiment, je monte en compétences sur chaque secteur d'activité et ça donne une vision de la société aussi et de l'économie qui est super intéressante pour savoir quel secteur a quel levier d'action et pourra faire bouger les choses sur tel impact, tel poste d'émission, par exemple, sur tel enjeu. Ça, c'est intéressant. Donc, je trouve que ça nourrit une forme de curiosité intellectuelle sur le fonctionnement de la société aujourd'hui, en mettant vraiment les mains dans le cambouis, dans plein de secteurs différents. J'aime travailler en équipe, comme je disais, en interne, comme avec les clients, et je supporte les feedbacks et suis prête à sortir de ma zone de confort. Bon, ça, en effet, c'est un métier aussi où il faut se mettre régulièrement en question parce qu'une fois qu'une mission est terminée, on monte sur une autre mission, il va y avoir d'autres enjeux, d'autres problématiques. Donc, même si on se sent un peu confiant sur une partie du travail, on va souvent être quand même assez bousculé dans sa méthodologie. C'est un secteur qui bouge. La RSE, c'est mouvant comme discipline, entre guillemets. Donc, voilà, il faut savoir et pouvoir se remettre régulièrement en question. C'est pas un métier loin d'être un métier plan-plan. Et donc voilà, c'est vraiment un métier où c'est à la fois la force et à la fois la difficulté du métier d'être souvent challengé comme ça. Et puis après, plein d'autres raisons, peut-être plus personnelles, pour faire ce métier-là. Voilà pour ma présentation. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Peut-être que Séphora, je te laisse animer cette partie-là ou tu veux que je prenne la main? Ouais, Ouais. ça marche. Oui, j'ai commencé à noter les questions qui étaient posées, donc n'hésitez pas à continuer d'en poser si vous voulez avoir des réponses. Merci Caroline pour ta présentation. On va commencer avec la première question qui était celle de Laura, qui Ouais. demandait combien de consultants interviennent sur chaque mission. Ouais, alors c'est très variable, mais je vais quand même essayer de répondre à la mission, parce qu'en plus il y a quand même, un socle commun. Je dirais que des fois je suis toute seule sur une mission, si c'est par exemple une mission un peu en one shot, une intervention sur quelque chose qu'on connaît déjà très bien, que j'ai déjà fait auparavant, je peux y aller toute seule. Le plus de consultants qu'on peut avoir, je dirais que c'est 4. En tout cas moi c'est, par rapport aux entreprises qu'on accompagne, à la taille des missions et cetera. Et dans ce cas-là, il y a un directeur de mission, un chef de projet et 2 consultants, par exemple. Mais sinon, habituellement, c'est 2 ou 3 consultants, maximum. Super, merci pour ta réponse. Ensuite, on avait la question de Sarah qui revenait sur ce que tu disais sur le temps passé derrière un ordi pour produire. Elle demandait combien de pourcents du temps on passe du coup sur l'ordinateur. Ouais, c'est quand même une majorité du temps, hein, très honnêtement. Ça varie d'une semaine à une autre, ça varie en fonction, comme je disais, du poste un peu où on est. Plus on est en chefferie de projet, moins on produit, donc moins on est devant l'écran. Mais un consultant qui arrive, je dirais que c'est peut-être, 75 de son temps, sur l'ordinateur et puis plus on monte, plus on est en front, ce qu'on appelle en front, donc front office avec le client et là, je dirais que c'est 65-70 du temps, voilà, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là, sur l'ordinateur et puis le reste du temps, à se déplacer. La question d'après, c'était celle de Mélissa qui demandait en termes de management, est-ce que vous avez des objectifs sur l'année? Oui, ça dépend, je pense aussi des structures, mais en effet, nous, on se structure aussi de plus en plus sur le volet RH parce qu'on grossit et le volet, management. Donc oui, on a des entretiens managériaux assez régulièrement avec des objectifs à l'année qu'on vient, suivre à chaque entretien managérial qui a lieu toutes les 6 semaines, je crois, nos entretiens managériaux, plus l'entretien annuel une fois par an.
Donc voilà, on les suit, on a des objectifs, pour être un peu plus même précises, commerciaux, par exemple. Des enjeux internes aussi, de contribution au développement de l'agence, aux évolutions, à faire évoluer les offres de l'agence, par exemple. Voilà, et puis de productivité sur nos projets, ça peut être ce genre d'objectif-là. Super, ça marche. Alors, on a pas mal de questions. On va prendre celle de Carmel ensuite, qui était en tant que consultante généraliste, de quelle manière est-ce que tu travailles avec tes collègues qui sont un peu plus spécialistes sur les projets que vous gérez? Ouais. Je pense que dans le cadrage de la mission, donc enfin, même en amont, au moment du commercial, en écoutant le besoin du client, on se rend compte de son niveau de maturité sur le sujet et du coup de son besoin. Alors je m'explique, par exemple, un client qui nous dit de prime abord: «Moi, j'ai besoin d'un accompagnement RSE», puis on se rend compte qu'en fait, ils ont déjà beaucoup travaillé, leur démarche RSE, mais eux, la brique qui leur manque, c'est vraiment le volet, émissions carbone. Enfin, ils ont sur le volet environnemental, ils pataugent un peu ou ils ont besoin d'une expertise carbone pour mesurer les émissions et pouvoir avancer, parce qu'une fois qu'on sait où sont les postes d'émissions, on peut mettre en place une stratégie de réduction adaptée, etc., etc. Donc nous, on va flécher comme ça vers nos experts en interne, proposer nos différentes expertises et mobiliser nos différents experts. Après, il y a des clients qui savent très bien d'entrée de jeu. Ils nous disent, bah voilà, j'ai vu que vous faisiez du bilan carbone et de la stratégie RSE ou accompagnement à la labellisation, et ben je voudrais tout ça en parallèle. Et dans ce cas-là, nous, on construit des offres commerciales qui puissent aligner les calendriers et mobiliser les différentes équipes internes sur ces différentes phases de la mission. Ok, ouais, donc c'est vraiment ce que tu disais sur le sur-mesure en fonction du Ouais, client. vraiment. Euh, pour rebondir sur le volet commercial, on avait la question de Juliette, du coup, qui demandait, bah, est-ce qu'il y a un volet commercial dans tes missions pour aller chercher des clients? Oui. Alors, aujourd'hui, le marché de la RSE, c'est un marché qui est quand même relativement porteur, bien qu'un peu chahuté, notamment en ce moment avec la réglementation européenne, etc. Donc, c'est vraiment un marché en mouvement, mais c'est un marché porteur. Donc, chez Déclic, et je touche du bois, on n'a pas encore beaucoup le besoin d'aller chercher des clients, en tout cas en démarchant de manière froide. Par contre, évidemment, on a des fonctions support, enfin, on a quelqu'un qui est en charge de la fonction marketing, etc., pour pouvoir alimenter la marque employeur et puis l'image de marque et faire venir comme ça de la demande entrante. Mais globalement, on répond surtout à de la demande entrante, du coup. Et puis après, alors en grandissant, peut-être qu'on va siloter un peu plus les fonctions commerciales des fonctions de production et de conseil. Mais pour l'instant, on intervient un peu en tant que consultant, on intervient un peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur, je dirais, du commercial, donc de l'écoute du besoin, de la formalisation de la proposition commerciale, à l'envoi du devis, la signature du devis, et puis ensuite la partie consulting, ce qui est super intéressant parce que du coup, on accompagne vraiment le client de bout en bout. On voit tout. Après, ce qui est pas évident, c'est que du coup, on jongle sans cesse d'une approche commerciale à une approche de production. Et ça peut être pas toujours évident de devoir gérer les différents enjeux de ces phases-là. Complètement. On avait ensuite la question de Mathilde qui demandait est-ce que les rythmes et distances de déplacement sont tenables sur plusieurs années? Elle parlait notamment de 5 ans. Et elle demandait à quelle fréquence en moyenne est-ce que tu vois un client en physique? Est-ce que c'est une fois par mois ou plus souvent? Mmh. Alors, en fait, moi, par exemple, j'ai environ entre, je dirais, 5 et 4, allez, on va faire large, 4 et 8 missions en parallèle. Donc, j'ai pas une mission pendant 4 mois et puis une fois qu'elle est terminée, il y en a une qui enchaîne, et cetera. J'ai vraiment plusieurs missions en parallèle et donc du coup, pour le même client, par exemple HBS, je pense qu'on va dire, je le vois une fois par mois. Mais par contre, en parallèle, pour un autre client, je vais le voir 2 fois par mois, une fois en visio, une fois en présentiel. Un autre client, je vais le voir qu'une fois tous les 2 mois. Enfin voilà, c'est assez variable, mais je dirais que des rendez-vous clients, il y en a quasiment tous les jours, en visio principalement et puis après en présentiel. Et la question sur la pérennité, la viabilité aussi de se déplacer autant, je pense que c'est un vrai élément à prendre en compte, mais aussi que faut voir avec l'employeur quelle est la politique un peu de déplacement. Parce que je sais que moi, à l'agence, je me suis beaucoup déplacée entre septembre et décembre, mais j'étais dans le top 3 des consultants qui se sont le plus déplacés. Mais là, depuis janvier, ça s'est vraiment calmé. Donc, c'est aussi très cyclique, le conseil parfois. Et puis, dans notre entreprise, on adapte aussi. Moi, j'aime bien me déplacer et donc, ils savent qu'ils peuvent me mettre sur des missions où je me déplace, j'en ai besoin. Par contre, je suis aussi consciente que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire éternellement.
en tout cas de réduire la cadence, je pense, parce qu'il y a un moment donné, en fonction de si on a une vie de famille, vraiment de son appétence à ce genre de rythme, etc. Ça peut être un rythme, honnêtement, qui est assez usant, même si à chaque fois, c'est un peu le paradoxe, moi, que je soulève, c'est que c'est ce que j'adore dans mon métier, d'aller à la rencontre des clients, parfois assez loin. On n'a pas d'agences qui sont dans le sud-ouest, par exemple, ou dans le centre de la France, donc c'est l'agence de Paris souvent qui se déplace, donc nous. Et du coup, ça peut être très usant. Et en même temps, c'est la richesse du métier d'aller voir les gens avec lesquels on travaille. Donc oui, c'est à cadrer vraiment avec l'employeur, je trouve, cet aspect-là. Ouais, trouver le bon équilibre. Ouais, exactement. On avait une autre question de Mathilde, et là, c'était plus sur le côté, le volet formation, notamment société à mission. Ouais. Est-ce que tu t'es formée avant de rejoindre l'agence ou est-ce que tu as fait des formations en interne? Et si c'était le cas, est-ce que ça a été quelque chose qui a aidé au fait que tu sois recrutée? Alors, avant que j'arrive, non, pas forcément. J'ai pas en tête de formation précise. Alors j'avais suivi, un peu dans ma phase de recherche d'emploi, des MOOC par exemple, mais voilà, un peu plus classique, des MOOC que je trouvais sur YouTube, ce genre de choses. J'avais beaucoup lu, mais j'étais loin d'être experte sur ces sujets et je le suis encore. Enfin, on n'est jamais parfaitement expert de sujet, surtout que la RSE vraiment ça évolue sans cesse. Donc on se forme très souvent chez Déclic. Tant, on a une grosse formation, souvent, annuellement qui répond à nos besoins et attentes de formation. Donc moi, depuis que je suis arrivée, je me suis formée notamment, à la question de, la facilitation et animation d'ateliers, de formation par exemple. Mais on a aussi des formations parfois en interne. On a une formation avec toutes les équipes internes sur le process commercial, sur la gestion de projet, sur ce genre de choses. Donc on se forme en continu. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup créer un peu son parcours en interne chaque année en faisant le point sur où est-ce que je veux aller l'année prochaine, quelles compétences je veux cibler et développer. Pour rebondir sur la partie gestion de projet, alors c'était une question de Mélissa qui demandait Ouais. quel outil est-ce que vous utilisez chez Déclic pour la gestion de projet? Ouais. Alors, on est en plein dedans parce qu'on vient tout juste de changer début janvier et c'est une grosse révolution pour nous. Comme on a grandi pas mal ces derniers temps, il a fallu changer d'outil. C'était plus adapté avant. Donc avant, c'était un peu artisanal, plus des outils comme Lucas, etc., qui sont plutôt des outils de gestion RH, mais qui me permettaient quand même de piloter un peu nos missions. Et là, on est passé sur un CRM, c'est même un outil intégré avec plein de choses pour gérer les projets qui s'appelle Furious. Voilà, donc c'est vraiment un outil 360 où on pilote tout, du commercial à vraiment la productivité de la mission jusqu'à la facturation, etc. C'est une Top. pas évidente. La question suivante, c'était celle d'Aurore. Au bout de combien de temps est-ce qu'on passe de consultant junior à consultant senior? Et chez Déclic notamment. Ouais. Oui, alors chez Déclic, vraiment, il y a pas tellement ce genre de grade. Je sais que dans du conseil très classique, vraiment, il y a vraiment cette logique de grade et puis là, la réponse serait plus simple et un peu plus binaire que ce que je vais vous donner. Nous, chez Déclic, c'est vraiment en fonction de comment on souhaite aussi évoluer, à quel rythme on monte en compétences. Moi, j'ai mis, je pense, 2 ans avant d'être vraiment chef de projet. Nous, c'est un peu ça, c'est consultant, chef de projet, directeur de mission. Et puis en parallèle, on peut être consultant et spécialiste carbone, on peut être chef de projet et spécialiste carbone, etc., etc. On construit vraiment son parcours. Donc ouais, 2 ans pour être chef de projet. Et puis après, ça m'arrive sur certaines missions d'avoir quand même un rôle de consultant, ou voire sur certaines missions d'avoir un rôle de directeur de mission, directeur de projet. Donc ouais, je dirais que c'est à peu près ça. Ça marche, merci. Et on avait une question là plutôt côté salaire de Laura qui demandait c'est quoi la fourchette salariale finalement d'un consultant RSE? Ouais, alors j'ai pas la grille de Déclic en tête, même si on a travaillé dessus l'année dernière, donc elle existe. Moi, pour le dire de manière très transparente, après 2 ans et demi, 3 ans de conseil en RSE, je suis à 45 000, par exemple, brut par an. Avec une bonne évolution depuis que je suis arrivée. Le salaire d'entrée n'était pas celui qu'on peut avoir dans du conseil classique hors conseil en RSE, mais ça, en effet, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose que j'hésitais à mettre dans la slide juste avant, la slide 7, sur ce à quoi un peu je dois me préparer en faisant du conseil, enfin ce que je cherche aussi dans du conseil. En effet, si votre motivation première, c'est le salaire, notamment pour une reconversion, je sais que dans des contextes de reconversion, il y a souvent un gap un peu inférieur pour la question des salaires.
Donc voilà, il n'y a pas les mêmes évolutions parce que souvent les modèles de ces entreprises-là, en tout cas des petits cabinets indépendants comme les autres, ne sont pas les mêmes que des grands groupes, le modèle commercial, etc. Donc forcément, c'est pas l'appât du gain n'est pas le meilleur attrait pour travailler dans ce secteur-là. Pour autant, ça reste des salaires qui sont complètement décents. Et puis nous, il y a une vraie transparence sur l'utilisation des ressources en interne chez Déclic. Donc on comprend vraiment où vont les différentes ressources de l'entreprise et pourquoi on a ce salaire-là, etc. Donc il y a aussi un côté très pédagogique sur le fonctionnement de l'entreprise et les modèles d'avenir. Super, merci. Et on avait aussi une question de Virginie, donc là plutôt sur des missions consultantes. Est-ce que vous faites appel à des consultants extérieurs pour un savoir-faire métier, par exemple sur du textile? Est-ce que ça vous arrive? Alors on travaille très rarement avec des freelances, etc. Je sais qu'il y a d'autres cabinets de conseil qui le font, plus que nous. Nous, on a beaucoup de compétences qui sont plutôt internalisées. Par contre, on fonctionne avec des partenariats avec certaines structures, parfois, voire en effet, des fois des consultants externes, mais c'est quand même un peu plus rare, sur des missions spécifiques. Donc, oui, par exemple, je pense, on avait un moment donné pour HBS, justement, sur le bilan carbone. C'est un bilan carbone très, très spécifique. Ils avaient besoin de construire un outil pour permettre de mesurer l'empreinte carbone de chaque événement, etc., etc. Et du coup, ça, c'est la création de l'outil, la partie technique, on ne l'avait pas. Et donc, du coup, on a travaillé avec Carbone 4, qui est un cabinet de conseil en stratégie climat. Et donc, on a fait ce partenariat-là et on a vendu la proposition commerciale ensemble. Pareil, sur l'économie circulaire, on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle Circulaire sur ce volet-là. Donc, ça nous arrive de faire ce genre de partenariat, mais plus rarement de faire appel à un consultant freelance sur des thématiques. D'accord, ouais, plutôt en interne. Ouais. On avait une question plutôt orientée formation et CSRD, qui était celle de Daria sur quelle plateforme est-ce que vous utilisez pour la formation CSRD? Donc, j'imagine pour l'animation de formation que vous faites sur cette thématique-là. Alors ça, je ne saurais pas trop répondre. Je suis pas sûre d'avoir la question parce que nos formations CSRD, on les fait comme nos autres formations. La majeure partie sont en présentiel. Le support qu'on a créé, on a par exemple créé une fresque de la CSRD, donc pour pouvoir animer ce genre de choses. À distance, ça va pas être des outils particulièrement différents d'habitude. On est toujours sur Teams. Parfois, on utilise Klaxoon et Kahoot pour les outils de collaboratifs, un peu participatifs à distance. Mais voilà, on fait pas de grande différence avec la formation CSRD. Je sais pas si c'était la nature de la question ou pas. Je sais pas si Daria est toujours là et peut vous préciser. Oui, c'était ça, elle dit oui. Ok, ça marche. Alors, on avait une autre question d'Audrey. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir des agences dans d'autres villes? Oui, alors à nouveau, on est quand même si on grandit vite, on est une petite structure, donc finalement pour nous, ce qui parfois est une évolution importante de l'agence d'un point de vue extérieur, bon, c'est un poste, un deuxième poste qui est ouvert petit à petit tous les 6 mois et tout, donc c'est pas énorme et une agence qui ouvre tous les 3 ans. Donc oui, on vise même un peu l'international ou les pays frontaliers, peut-être la Belgique, l'Angleterre ou l'Espagne. Peut-être, mais ça sera plutôt à horizon moyen terme, je pense, c'est 2-3 ans, l'ouverture d'une nouvelle agence, même dans une ville en France, ailleurs. Peut-être à Lille, je sais qu'on a peut-être aussi en tête Bordeaux, Strasbourg. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a en termes de perspective d'évolution, de déploiement sur le territoire. Top. Et alors, il nous reste encore quelques questions. Donc, on a celle d'Isabelle qui est quelle certification est-ce que tu conseilles de faire et avec quels organismes? Alors, à titre individuel ou pour son entreprise, pour la labellisation RSE? Alors, Isabelle, est-ce que tu peux préciser un petit peu ta question? Individuelle. Individuel. Alors ça vaudrait le coup de parler avec notre RH qui est bien plus calé que moi sur ces sujets-là. Moi, je ne suis pas forcément l'évolution de la formation sur ces sujets, notamment avec la CSRD. Je pourrais aussi transmettre le conseil de notre RH qui répond sur là-dessus ou qui est sur LinkedIn, vous pouvez la contacter aussi, c'est Lucie Dalibo, D-A-L-I-B-O-T, qui répond souvent à ce genre de questions-là. Certification individuelle, je ne sais pas trop. Je pense que si vous voulez faire du bilan carbone, être certifié par l'ADEME avec la méthode ABC, c'est bien. Pour le reste,
Je saurais pas trop vous dire. Mais en tout cas, à retenir, je trouve que la RSE, c'est aussi quelque chose qui s'apprend sur le tard. Il faut comprendre le cadre général de la RSE. Il faut comprendre l'ISO 26000, par exemple, qui est la norme de référence en matière de RSE. La CSRD, de plus en plus, pour travailler dans la RSE, il faut comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui. Mais j'ai pas le sentiment que mes collègues qui arrivent en cours de route soient particulièrement certifiés sur des enjeux précis. Oui, il y a plutôt effectivement soit des formations qui vont être un peu plus généralistes pour comprendre les grands enjeux, ou après c'est vrai que c'est très, très spécifique à chaque label. On a une autre question d'Audrey qui était: est-ce que chez Déclic, vous recrutez des personnes en reconversion, notamment avec plus de 10 ans d'expérience, mais pas en RSE? Oui, alors est-ce qu'on recrute en ce moment? Ça, c'est une autre question. En tout cas, à Paris, c'est pas le cas pour l'instant, malheureusement. À Lyon, ils viennent d'avoir 2 personnes, notamment une en reconversion d'un autre secteur. Donc, en ce moment, pas trop, mais je vous invite à être en veille aussi là-dessus. Mais par contre, sur la question de profil en reconversion, oui, vraiment, chez Déclic, on recrute des profils très, très différents. Mon collègue Olivier, qui est arrivé en septembre, donc lui a fait 20 ans, 25 ans à travailler dans le digital auprès de TF1, Marie-Claire, etc. Puis a fait son CAP fleuriste et puis a décidé de se reconvertir. Alors, il a fait une formation ADEME bilan carbone, je crois. Et puis, il est arrivé chez Déclic et en fait, ses compétences sont hyper utiles pour nous dans certains de nos accompagnements, enfin, de manière générale, dans l'ensemble des accompagnements. Mais donc, oui, enfin, je pense vraiment on a besoin de toutes les forces et toutes les énergies dans ces métiers de la RSE, donc totalement. Oui, complètement. Et je me permets de préciser qu'Olivier est aussi un alumni Indigo. Donc, Ok. comme quoi, le monde de la RSE n'est pas si grand que ça. Alors, je crois qu'il nous reste une ou deux questions, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'il y a des postes d'ouverts ou qui vont ouvrir chez l'agence Déclic? Donc ça, tu as déjà un petit peu répondu. Et je crois qu'on avait une question alors celle d'Eric: comment se former et être certifié quand on n'a pas de CPF et qu'on a 50 ans? Donc lui, il précise qu'il est designer UX. Et membre de Fresqueur, project manager. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut se former? Comment est-ce qu'on peut aller chercher des formations si on n'a pas de CPF? Mmh. Bah, alors ça, ce serait une bonne question à poser à Olivier, justement aussi sur LinkedIn. Parfois, il témoigne sur ce volet-là. Olivier Lerner, Lerner. Heu, je sais pas, il a été longtemps aussi fresqueur, il anime beaucoup de fresques dans le milieu personnel, il a suivi beaucoup de MOOC, il a fait cette formation bilan carbone. Je pense qu'il faut se renseigner sur ce qui existe. Peut-être que Sephora, vous êtes plus à même aussi de connaître un peu, ce genre de formation, continue. Je pense que rester en veille de manière générale, en sélectionnant votre veille, typiquement, je peux vous donner quelques sources intéressantes sur lesquelles nous-mêmes on fait notre veille. Novetic, par exemple, Vers le média, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beepies, c'est une plateforme où il y a beaucoup de bonnes pratiques RSE. Voilà, s'abonner à quelques newsletters. Si vous voulez suivre l'agence Déclic sans faire d'autopromotion, mais sur les réseaux, notamment LinkedIn, on fait aussi des mensuels et des newsletters avec plein d'informations actualisées sur l'état de la RSE aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est vraiment important de garder cet œil ouvert et comprendre l'évolution de la RSE aussi aujourd'hui. Je suis pas la mieux Ouais, bah, pour répondre à ces questions RH. Ouais. non, non, mais je confirme qu'effectivement, il faut rester en veille. Et quand on n'a pas de CPF, alors évidemment, il y a toujours la possibilité du fonds propre. Après, on sait que faire une formation, ça coûte quand même un petit billet. Donc, c'est quelque chose à prévoir. Éventuellement, mais alors là, ça dépend de ta situation. Si tu es en recherche d'emploi, tu peux bénéficier d'une aide de France Travail pour financer en tout cas une partie de ta formation. Et effectivement, il y a Transition Pro Île-de-France, Alexandra, totalement. Donc, il y a des systèmes comme ça qui existent. Je pense que le plus important, c'est de repérer la formation qui t'intéresse et ensuite de voir avec l'organisme les différents moyens de financement qui existent, parce que là, c'est vraiment très spécifique à ta situation, au fait que potentiellement la formation soit certifiée ou non, qui vont te permettre d'accéder à plus ou moins de financement. Et je crois alors qu'on a fait le tour des questions, et puis de toute façon on arrive à la fin de l'intervention. Donc écoute, merci Caroline pour cette présentation, pour toutes tes réponses aux différentes questions.
Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, écoutez, on a été ravis de vous recevoir sur ce webinaire. Ceux qui veulent continuer un petit peu l'aventure Indigo Pulse, on se retrouve demain à 10h30 pour rencontrer Timothée, qui est responsable RSE chez Page Group. Et sinon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Join Indigo. Et si vous êtes un petit peu comme Eric, intéressé par les formations, à contacter Cyrine, qui est notre responsable admission et qui anime un webinaire porte ouverte jeudi à 12h30. Donc écoutez, à demain, j'espère, pour la plupart d'entre vous. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bah, merci beaucoup Sephora et puis merci à tous pour, votre écoute, vos questions et bon cheminement, vers la RSE, ça en vaut la peine, donc contente de voir aussi cette, motivation à distance pour ces métiers-là. Bonne continuation à toutes et à tous. Merci à toutes, au revoir. Au plaisir, au revoir.